Bonjour, je suis Margot Hérault du service légical. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle webconférence qui sera cette fois-ci co-animée par Renaud Rabel. Avant de commencer, je vais rapidement rappeler qui nous sommes. Légilocal a deux objectifs. Donc, d'une part, mutualiser les expertises et d'autre part, sécuriser les décisions juridiques des cadres territoriaux et des élus locaux. Nous avons des services gratuits et premium, comme vous le voyez ici. Pour profiter des services gratuits qui sont l'espace collaboratif, la base mutualisée, le fronton numérique des contenus juridiques tels que les questions-réponses et la sélection du JO. Il suffit en fait de vous inscrire dans le réseau à l'adresse réseau.legilocal.fr. En tant que membre du réseau, vous serez également informé des prochaines conférences en ligne. Chaque mois, en fait, l'équipe de juristes de l'assistance juridique, dont je fais partie, vous propose une conférence en ligne gratuite sur un thème d'actualité qui est au cœur des préoccupations des responsables des collectivités. Alors, pour le mois de mai, nous avons décidé d'aborder un sujet d'actualité, donc à savoir les nouvelles mesures de publicité des MAPA, notamment suite à l'ordonnance de réforme des marchés publics qui a été adoptée l'été dernier en 2015. De manière assez classique, plusieurs décrets d'application ont été pris à la suite de cette ordonnance. Et nous allons aujourd'hui nous focaliser sur le décret numéro 2016-360 du 25 mars dernier. Ce texte est finalement l'exemple typique de la transposition du droit européen en droit interne, qui a remanié en profondeur et depuis 2 ans l'encadrement de la commande publique. Et comme vous le savez, ces réformes successives ont eu l'intérêt d'offrir un nouveau cadre juridique aux acteurs de la commande publique en unifiant les textes applicables au marché. Et nous pouvons noter que ce nouveau cadre tend notamment à généraliser l'obligation de dématérialisation complète des procédures de marché public et d'ouverture également des données essentielles des contrats et des concessions. Donc si elles ont permis de simplifier et de sécuriser de façon importante le droit de la commande publique, ces réformes ont toutefois bouleversé plus largement le cadre des marchés à procédure adaptée, les MAPA. Donc, c'est pour ça que l'objet de la conférence d'aujourd'hui est donc de vous apporter toutes les précisions utiles et surtout pratiques sur les mesures de publicité en MAPA en lien avec le décret précité. Donc, de manière très simplifiée, il faut comprendre que dorénavant, ces mesures de publicité diffèrent en fonction de la typologie du MAPA, qui sont pour rappel les MAPA en raison de leur montant ou alors les MAPA en raison de leur objet. Et ce sont ces deux types de MAPA finalement, ainsi que les impacts du décret qui les concernent respectivement, que nous allons aborder donc successivement avec Renaud. Alors, en ce qui concerne la première partie de la conférence, et donc les impacts du décret sur les mesures de publicité pour les MAPA en raison de leur montant, il faut comprendre que ces mesures sont soit déterminées en fonction du statut de l'acheteur public, soit en fonction du montant, des caractéristiques du secteur économique du marché concerné. Donc avant d'aborder ces deux points, souvenez-vous que sont exclus de cette catégorie les MAPA d'un montant inférieur à 25 000 € hors taxe, qui eux en principe sont donc passés sans publicité ni mise en concurrence. Donc là, je vous renvoie au grand 8 de l'article 30, de ce fameux décret numéro 2007-360. Toujours pour rappel, peuvent être passées donc, en MAPA les procédures de marché public qui correspondent à un besoin dont la valeur est estimée, plutôt est inférieure à des montants très précis. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont rappelés dans la présentation, mais je vais les reprendre avec vous. Alors, pour les pouvoirs adjudicateurs, le seuil, on atteint un seuil de 135 000 € hors taxe pour les marchés publics de fourniture ou de services des marchés passés par l'État. On atteint un seuil donc, de 209 000 € hors taxe pour les marchés publics de fourniture ou de services par les pouvoirs adjudicateurs, donc autres que l'État, donc cette fois-ci les collectivités territoriales par exemple. Ensuite, on a le même seuil, donc 209 000 € hors taxe pour les marchés publics de fourniture acquises par des autorités étatiques, mais opérant dans le domaine de la défense pour des produits spécifiques. Ensuite, pour les marchés publics de travaux, on atteint un seuil de 5 225 000 € hors taxe.
Pour rappel également, pour les entités adjudicatrices, on atteint un seuil de 418 000 € hors taxes pour les marchés publics de fourniture ou de services et 5 225 000 € hors taxes pour les marchés publics de travaux. Ensuite, pour les marchés de défense ou de sécurité, on retrouve en fait les mêmes seuils. Donc, comme vous vous en doutez, ce rappel des montants n'est pas anodin, puisqu'il me permettra plus facilement de vous parler des mesures de publicité qui sont déterminées en fonction du statut de l'acheteur. D'abord, pour les marchés compris entre 25 000 € et les seuils de procédure formalisés, ce qui sera donc l'objet de la première sous-partie, comme vous pourrez le voir. Puis pour ceux compris entre 25 000 € et 90 000 € hors taxes, qui eux doivent adapter les mesures de publicité en fonction du montant, des caractéristiques et du secteur économique. Donc ça, ce sera l'objet de la deuxième sous-partie. Alors, le décret soulève plusieurs questions. Donc, la première est, vous voyez d'ailleurs dans la présentation, quelle distinction relative au type d'acheteur est opérée pour les marchés qui nous concernent ici. Sur ce point, c'est le 2 de l'article 34 du décret relatif au marché public qui prévoit 2 degrés de liberté de publicité, sachant que ces degrés sont déterminés en fonction du statut de l'acheteur. De manière plus concrète, si l'acheteur s'avère être l'État, des établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, des collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements, alors cette fois-ci, la liberté en termes de publicité sera beaucoup plus encadrée que pour les autres acteurs. Cette distinction est particulièrement limpide et ne laisse place à aucun doute pour la typologie finalement des acheteurs concernés. Le décret est très précis. Alors, la deuxième interrogation soulevée par ce décret, vous la voyez également affichée. Donc, quels sont les critères à prendre en compte pour adapter la publicité? Première précision par rapport à cette question, donc, lorsque ça concerne l'État, donc la première catégorie d'acheteurs qu'on a vu tout à l'heure, si c'est l'État, ces établissements publics autres que les SPIC, les collectivités locales, leurs établissements publics et leurs groupements, pour ces acheteurs, en fait, les mesures vont différer selon qu'il s'agisse d'un marché inférieur ou supérieur à 90 000 € hors taxe. Donc là, vous verrez qu'il y a encore une distinction, non seulement dans la typologie d'acheteur, mais en plus de ça, il y a une distinction par rapport au montant. Donc pour ces marchés, lorsqu'ils sont supérieurs à 90 000 € hors taxe, l'acheteur a la liberté de choisir les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public. Donc, on prendra par exemple le montant et la nature des travaux, des fournitures et des services en cause. En revanche, lorsque la valeur estimée du marché est égale ou supérieure à 90 000 € hors taxe, l'acheteur doit cette fois-ci publier un avis dans le bulletin officiel des annonces du marché public ou alors dans le journal habilité à recevoir des annonces légales. Donc dans ces cas, en fait, l'acheteur apprécie si une publication officielle en plus s'avère être nécessaire. L'objectif restant bien sûr de garantir l'information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par ce marché. Alors, concernant les autres acteurs, donc autres que l'État, les collectivités territoriales, donc on peut prendre par exemple le cas des entités adjudicatrices, eux, à l'inverse, ont toute liberté sur les modalités de publicité adaptées lorsque la valeur estimée se trouve entre 25 000 € et les seuils de procédure formalisés. La seule contrainte pour eux qui est posée est finalement d'adapter les mesures de publicité aux caractéristiques du marché. Donc encore une fois, c'est très classique, donc ce sera en fonction du montant, de la nature des travaux, des fournitures ou du service concerné. Alors, il existe aussi, mais cette fois-ci pour tous les acheteurs précités, donc pour les deux catégories indiquées, la possibilité de faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. Cette publicité supplémentaire est beaucoup plus souple dans la mesure où elle peut comporter certains des renseignements figurant dans l'avis de marque publique à titre principal. Elle peut également être réalisée sur un support choisi par l'acheteur. En revanche, la seule condition qui est posée pour cette publicité
qu'on peut qualifier de secondaire, c'est qu'elle indique expressément les références de l'avis qui a été publié à titre principal. Et c'est la seule restriction qui existe. Alors, passons maintenant aux mesures de publicité déterminées en fonction du montant des marchés, de cette caractéristique du secteur économique. Alors, vous avez noté ici que si la base des 25 000 € ne bouge pas, on est en revanche limité au seuil des 90 000 € hors taxe et non plus au seuil de procédure formalisée. Dans cette partie, il s'agit en quelque sorte de faire un zoom, entre guillemets, sur cette catégorie intermédiaire de MAPA qui est déterminée en raison de leur montant, de leurs caractéristiques du secteur économique, donc dont la valeur est estimée entre 25 000 € et 90 000 € hors taxe. Cette fois-ci, le pouvoir adjudicateur a une marge de manœuvre quant au choix de la publicité. Donc, il a une marge de manœuvre, cela étant, même si on peut souligner cette liberté, ça reste une liberté qui est particulièrement bien encadrée, puisque, comme vous le savez, ces contours sont les sacro-saints principes que l'on connaît tous en matière de marché public, donc à savoir la publication, la garantie de la concurrence nécessaire, la garantie de la concurrence réelle et enfin la précision de la publicité. Alors, en ce qui concerne la publication, donc il y a deux choses à retenir. L'investissement qui est consacré à la mise en concurrence ne doit pas constituer un élément excessif de surcoût. Donc là, on peut prendre par exemple les frais personnels. On commence à compter à partir de ce moment-là. Les frais personnels, les frais de la publication, on part même d'une traçabilité de la commande à partir d'1 €. Quand il y a une absence de publication, c'est possible, mais cette fois-ci, l'acheteur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour prouver que toutes les entreprises susceptibles d'être intéressées ont été contactées. C'est pour ça qu'il est très important dans ce cas de figure de conserver tous les courriels, tous les fax et tout ce qui peut constituer une preuve écrite que le travail a déjà été fait en amont. Alors, en ce qui concerne cette fois-ci la garantie de la concurrence, d'une concurrence nécessaire, ce qu'il faut retenir, c'est que la publicité doit être mesurée in concreto. Donc, ça a été notamment consacré par le célèbre arrêt du Conseil d'État du 7 octobre 2005, région Nord-Pas-de-Calais. Donc là, n'oubliez pas, en effet, que l'acheteur doit tenir compte de l'objet du marché, de sa nature, tout en ayant conscience du degré de concurrence entre les entreprises concernées et de l'urgence du besoin. Donc ça, ce sont des éléments qui sont très importants justement pour garantir cette concurrence nécessaire. En ce qui concerne la garantie de la concurrence réelle, les deux points à retenir sont que pour les marchés publics, en fait, il y a deux catégories de marchés. On va distinguer les marchés publics de faible montant et les marchés publics d'un montant plus important. Alors, pour les marchés publics de faible montant, une demande de devis auprès de quelques entreprises locales peut être suffisante. C'est d'ailleurs sûrement quelque chose que vous connaissez parce que c'est aussi assez courant. Alors, pour les marchés publics d'un montant plus important, donc dans un secteur très concurrentiel, cette fois-ci, la publicité devrait être non seulement précise, mais diffusée largement. Donc, lorsqu'on est face à un marché comme celui-ci, pour que la publicité soit considérée comme étant adaptée, elle devra toucher le secteur économique visé. Donc en fait, là, il est important de savoir si la publicité doit se faire dans la sphère locale, nationale, européenne. Voilà, c'est important d'avoir cette vision dès le départ. Donc concernant la publicité sur le seul profil de l'acheteur, donc ça c'est quelque chose qui est possible, la jurisprudence l'autorise. Je vous envoie cette fois-ci un arrêt du Conseil d'État que vous voyez dans la représentation, qui est du 4 juillet 2012. Nos cabinets Froment-Metz, qui a précisé qu'effectivement la seule publicité sur le profil de l'acheteur était possible, dans la mesure où le profil utilisé dispose d'une audience en rapport avec l'enjeu du montant financier du marché public. Donc c'est la seule possibilité pour ce stade diffusé sur le seul profil de l'acheteur, mais c'est autorisé. Alors, maintenant passons à la précision de la publicité. Donc rappelez-vous que la publicité doit toujours être faite par l'acheteur lui-même ou alors par une personne mandatée à ce.
Le deuxième point, c'est que les acheteurs ont la liberté de déterminer le contenu de leur avis d'appel à la concurrence tant que les informations exhaustives y figurent. Donc, je les ai rappelées pour mémoire sur la présentation. Vous verrez en réalité qu'il s'agit de, c'est assez classique là aussi, de l'identité et des coordonnées de l'acheteur, de l'objet des prestations envisagées, des critères d'attribution du marché. Et dans l'hypothèse où le prix ne serait pas le seul choix, il faut alors indiquer les conditions de mise en œuvre des critères. Donc ça aussi, ça a également été repris par une jurisprudence, donc ça c'est une jurisprudence assez constante. On trouve notamment un arrêt de la section du Conseil d'État du 30 janvier 2009, Agence nationale pour l'emploi. Vous voyez également les références sur la présentation. Il y a un dernier point sur lequel je souhaiterais attirer votre attention. C'est pour les marchés publics dont la valeur estimée est d'un montant entre 90 000 € et les seuils de procédure formalisés. Donc la procédure est toujours très bien réglementée. La seule exception, finalement, ce sont les marchés publics visés à l'article 28 du décret 2016-360, qui ne se vont imposer aucun support de publicité précis lorsque la valeur du marché estimé n'atteint pas les seuils européens. Donc ceci ressort très clairement à l'article 35 de ce décret. Donc vous l'aurez compris, les mesures de publicité adaptées connaissent des degrés de liberté différentes en fonction des acheteurs, mais également en fonction du montant en ce qui concerne les MAPA, donc en raison de leur montant. Ce que l'on va voir maintenant, c'est que ces mesures de publicité adaptées peuvent également être différentes. Et pour des raisons bien précises en ce qui concerne les MAPA en raison de leur objet. Donc ça sera l'objet de la partie que va vous présenter Renaud. Bonjour. Donc là, je vais vous présenter les nouvelles mesures de publicité pour les MAPA en raison de leur objet. Donc, pour les MAPA, en raison de leur objet, elles font référence au marché de services sociaux et autres services spécifiques prévus à l'article 28 du décret. Également les services juridiques de représentation prévus à l'article 29 du même décret 2016-360. Il faut savoir que la liste précise des services rentrant dans ce champ d'application du décret a été publiée au journal officiel du 27 mars 2016. C'est une des grandes nouveautés de la réforme, qui a été énumérée de manière limitative les services pouvant bénéficier de la procédure adaptée. Par exemple, on a à l'intérieur de cette liste les services religieux, d'hôtellerie et de restauration, ou encore les services d'enquête et de sécurité. Avant toute chose, je tiens à vous rappeler que l'article 29 du décret concerne bien les services juridiques de représentation. Et si je tiens à les aborder en introduction, c'est qu'ils répondent à une procédure très spécifique, car comme le précise cet article 29, ils sont quasiment exclus de toutes les dispositions du décret. Ce même article précise également qu'en ce qui concerne ces marchés, l'acheteur peut définir, je cite, librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché public. En d'autres termes, cela signifie que pour les marchés de représentation en justice, quel que soit leur montant, l'acheteur aura donc toute liberté pour définir lui-même les modalités de publicité et de mise en concurrence. Nous avons affaire à ce que nous pourrions qualifier de procédure adaptée réduite à l'essentiel. Ma présentation sera donc scindée, comme vous l'aurez compris, en deux parties. La première portera sur les seuils prévus par l'article 28 du décret 2016-360, comme l'a rappelé Margot tout à l'heure. Ces seuils correspondent à la somme de 25 000 €, en dessous duquel aucune mesure de publicité ni mise en concurrence n'est obligatoire. La seconde portera quant à elle
sur les seuils européens applicables à ces marchés publics et qui varient en fonction des pouvoirs adjudicateurs, c'est-à-dire les acheteurs, terme que je reprendrai par la suite, par simplicité. Je ne vais pas reprendre les seuils européens puisque Margot vous les a indiqués tous tout à l'heure dans sa présentation en première partie. Donc, en ce qui concerne les mesures de publicité adaptées pour les MAPA en raison de leur objet, c'est l'article 35 du décret 2360 qui nous précise, je cite, « L'acheteur définit librement les mesures de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public, notamment le montant et la nature des services en cause. » On voit donc clairement que la nature et le montant du service sont les deux critères essentiels sur lesquels les acheteurs doivent se baser pour déterminer les mesures de publicité employées, dans l'optique est de respecter les principes fondamentaux de la commande publique. Vous l'aurez remarqué, le nombre et la localisation des opérateurs économiques susceptibles de répondre, ainsi que les circonstances de l'achat, consacrés comme critère essentiel dans l'ancien article 30, n'apparaissent plus ici dans cette nouvelle rédaction et se trouvent, semble-t-il, intégrés dans la notion de caractéristique du marché public. Cette rédaction, l'article 35, met en valeur deux critères essentiels sur lesquels se basent les juges pour déterminer la validité de la procédure des marchés publics et qui ont été consacrés par le droit européen et la jurisprudence. On retrouve notamment la notion de nature des services consacrée par la directive européenne 2004-18. Et d'autre part, la notion de montant du marché également consacrée par les directives européennes et par la jurisprudence. Il faut faire attention ici au niveau de la liberté, parce que la liberté affirmée par l'article 35 n'est cependant qu'une liberté apparente, car l'acheteur public est soumis à un certain nombre de règles auxquelles il ne peut déroger, sans risquer une sanction par le juge administratif. L'acheteur public doit en effet toujours garder à l'esprit qu'il est le garant des grands principes de la commande publique, de liberté, d'égalité et de transparence, auxquels il ne peut se soustraire. Il revient donc ici à la collectivité locale, selon l'article 35, de choisir les modalités de publicité et surtout de choisir le bon niveau de publicité. Pour cela, il convient surtout de garder à l'esprit l'idée de proportionnalité des mesures de publicité à mettre en œuvre. D'une part, la proportionnalité des mesures de publicité avec le montant du marché. Il est évident que plus les montants augmentent, plus il est nécessaire que les mesures de publicité soient conséquentes. D'autre part, le mode de publicité devra aussi être adapté à l'objet, à la nature, à la complexité et au degré de concurrence entre les entreprises concernées. De plus, rappelez-vous que la publicité choisie doit garantir l'efficacité de l'achat, c'est-à-dire qu'elle doit être à même de susciter la concurrence nécessaire et assurer une audience suffisante. En effet, l'acheteur doit pouvoir obtenir une diversité d'offres suffisantes afin de garantir la réelle mise en concurrence. On peut prendre ici l'exemple du arrêt du Conseil d'État du 7 octobre 2005, région Nord-Pas-de-Calais. En fait, il s'agissait en l'espèce de la construction de l'antenne du Louvre à Lens. L'acheteur, la région Nord-Pas-de-Calais, recherchait un opérateur capable de lui livrer, je cite, une prestation d'architecte programmiste spécialisé dans les grands projets muséographiques. La région Nord-Pas-de-Calais avait publié son annonce sur un journal local, La Voix du Nord, et sur son site internet. Or, le Conseil d'État estimait que l'objet de l'achat était tellement spécifique que les professionnels concernés avaient peu de chances de consulter des médias aussi généralistes, et surtout locaux. La mise en concurrence a donc été considérée comme étant insuffisante. Vous voyez également avec cet exemple que le juge applique au cas par cas ses règles et ses contrôles. Le choix de la bonne publicité doit également être guidé par l'équilibre économique général de l'opération. L'investissement consacré à la publicité ne doit pas constituer un élément significatif de surcoût. Lorsque la publication d'une annonce détaillée dans la presse écrite apparaîtra trop coûteuse au regard du montant de l'achat,
il conviendra de trouver d'autres solutions, telles une publicité par voie d'affichage, ou encore la consultation de plusieurs fournisseurs, publication d'annonces, notamment dans l'organe d'information de la collectivité et ou dans la presse écrite locale. Ceci est notamment valable pour tous les achats de faible montant. Enfin, l'acheteur doit, afin de prouver si nécessaire qu'il a pris toutes mesures pour susciter une réelle non-concurrence, garder les justificatifs relatifs à l'envoi des publicités, aux documents d'affichage ou encore les justificatifs de mise en ligne et les demandes de présentation de devis. Dans cette première partie, vous aurez compris que le juge appréciera au cas par cas si les modalités de publicité sont suffisantes compte tenu de l'objet du marché proposé et qu'il vérifiera toujours que les principes fondamentaux de la commande publique sont bien respectés. En deuxième partie, nous verrons donc les mesures de publicité encadrées pour les MAP en raison de leur objet, dont le montant est supérieur au seuil européen applicable à ce type de marché. Ces mesures concernent les MAPA dont le montant est supérieur au seuil européen. Contrairement au premier point de ma présentation, ici le législateur a décidé, en raison des montants en jeu, un encadrement beaucoup plus strict des modes de publicité afin de garantir la règle de mise en concurrence. Il prévoit notamment que l'acheteur doit publier 3 types d'avis: un avis de marché, un avis de préinformation et un avis périodique indicatif. Concernant l'avis de marché, le décret prévoit que celui-ci doit faire l'objet d'une publicité spécifique au journal officiel de l'Union européenne. Cette disposition reprend en fait les modalités que vous connaissiez et qui étaient prévues par l'article 40 de l'ancien Code des marchés publics. Mais cet ancien article était beaucoup plus précis que le décret dorénavant applicable, puisque ce dernier indique simplement que, je cite, « Cet avis est publié au journal officiel de l'Union européenne dans les conditions prévues à l'article 36. » Or, comme je vous le disais, il existe aujourd'hui 3 types d'avis. Et la publication du journal officiel de l'Union européenne est manifestement prévue que pour un seul dans la nouvelle rédaction du décret. Et vous aurez bien compris que, hélas, aucune précision n'est pour le moment apportée sur ce point. Par déduction, et en lien avec l'ancien code des marchés, on peut facilement en déduire que c'est bien l'avis de marché qui est concerné. Mais il faudra quand même attendre des précisions du législateur pour en être certain. En revanche, il y a beaucoup moins de doutes sur les modalités de publication de l'avis au journal officiel de l'Union européenne, puisqu'il est clairement prévu que sa transmission se fait par voie électronique. C'est l'article 36 du décret. Par ailleurs, si une publication de l'avis est prévue au niveau national, elle ne peut intervenir qu'après la publication au journal officiel de l'Union européenne. Ce qui signifie que dès que le législateur aura précisé de quel type d'avis il s'agit, vous saurez précisément à ce moment-là comment et dans quel ordre opérer cette publication. Le second avis est appelé un avis de préinformation. Plus simplement, il s'agit de l'avis faisant connaître son intention de passer un marché public. Quant au dernier avis, il s'agit de l'avis périodique indicatif ou de l'avis sur l'existence d'un système de qualification conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre de la passation des marchés publics. Derrière ces termes un peu barbares, on comprend bien qu'il s'agit pour le pouvoir adjudicateur de prévenir très en amont les opérateurs économiques de son intention de passer un marché public. Comme je vous le disais, la rédaction de l'article 35 laisse à penser que ces 2 derniers avis ne sont pas soumis à l'obligation de publication au journal de l'Union européenne, et donc une certaine liberté est laissée quant aux modalités de publication. Pourtant, l'article 35 apporte plusieurs précisions concernant les avis de préinformation et périodiques indicatifs. On a notamment 4 points plutôt précis. Ces avis doivent faire référence spécifiquement au type de services qui feront l'objet des marchés publics à passer.
Ces avis doivent également indiquer que les marchés publics concernés seront passés sans publication ultérieure. Ces avis doivent également inviter les opérateurs économiques à manifester leur intérêt par écrit pour ces marchés. Enfin, ces avis doivent aussi préciser qu'ils peuvent couvrir une période supérieure à 12 mois. On observera enfin une certaine souplesse laissée aux acheteurs publics, puisqu'en plus d'une publication à titre principal de ces différents avis, ils auront la possibilité de faire apparaître une publicité sur un autre support, mais avec moins d'informations, à condition d'indiquer la référence à l'avis principal dans cette nouvelle publication. En d'autres termes, cette publicité secondaire pourra être moins formelle, à condition que la principale respecte bien, elle, toutes les règles que l'on vient de voir. Et bien évidemment, et le lien avec la jurisprudence de la région Nord-Pas-de-Calais est tout trouvé, cette souplesse a été apportée pour permettre une parfaite information à un plus grand nombre d'opérateurs susceptibles de répondre au marché. J'en ai donc terminé avec cette présentation et je vous propose maintenant de répondre à vos questions durant une vingtaine de minutes. Je commencerai d'abord par répondre aux questions que vous avez pu poser au cours de la présentation. Puis si nous n'avons pas épuisé le crédit temps disponible, nous répondrons aux questions que vous pourriez nous poser après cette dernière phase de questions-réponses et pour lesquelles nous tenterons de répondre directement. Bien entendu, si à l'inverse, la réponse à une question nécessite des recherches, ou si vous nous posez des questions après la webconférence, nous reprendrons contact avec vous dans le courant de la semaine. Nous attendons maintenant vos questions avec Margot. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions, nous sommes là pour vous répondre. On espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas, surtout. Alors, en ce qui concerne la présentation sous format PowerPoint, oui, le document sera bien entendu disponible juste après la webconférence. Donc, vous aurez tout le PowerPoint disponible sur votre espace Légilocal.
Donc, on a une question en ce qui concerne la publicité en raison de l'objet du marché. On m'indique que vous n'avez pas saisi si c'était uniquement les marchés de services qui étaient concernés. Donc en fait, comme le rappelle l'article 28, ce sont tous les marchés publics ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en fait, la liste a été publiée au journal officiel. Je vais juste reprendre l'élément. Je vais vous indiquer exactement quel est le numéro du texte. Je vais vous dire ça dans quelques secondes. Donc c'est le décret publié au journal officiel du 27 mars 2016. C'est le numéro 0074, texte 66, qui indique quelle est exactement la liste donc, des marchés de services en raison de leur objet. Alors, en ce qui concerne on demande si le saucissonnage des marchés est possible pour rester sous le seuil des 90 000 euros. Alors, a priori, ce n'est toujours pas possible. Mais on reviendra vers vous pour voir si justement il n'y a pas des nouvelles dispositions qui le permettraient, et on reviendra vers vous ultérieurement pour vous apporter des précisions sur ce point. Alors, on nous demande si on aurait un modèle de publicité selon les sites évoqués, et notamment un avis de préinformation. Alors, on n'en a pas encore, mais c'est un sujet et une question qui, bien entendu, nous intéresse tout particulièrement, et vous intéresse en particulier. Donc, nous sommes en train de regarder est-ce qu'il est possible de faire sur ce point, justement, pour vous proposer des documents, éventuellement. Et bien sûr, tous ces éléments seront disponibles sur votre espace sur les J locales. Ah, nous avons une autre question. Alors, la question est de savoir si donc, une collectivité a réalisé un marché de travaux estimé à 65 500 € pour des travaux de couverture. Ils ont adressé une publicité à 6 entreprises locales, plus un affichage à la porte de la mairie, plus un avis sur le site internet de la commune. Et on nous demande si la publicité était suffisante. Alors, a priori, oui, la réponse est que la publicité semble suffisante. Vu le montant du marché qui est peu élevé, oui, la publicité serait suffisante en fonction de la jurisprudence du Conseil d'État. Mais il faut savoir aussi qu'il est toujours possible qu'il y ait une censure de la part du juge,
parce qu'il y a une interprétation, comme vous l'avez compris dans la présentation de Margot et dans la mienne, qu'il y a toujours une censure possible puisque le juge apprécie au cas par cas. Mais au vu de ce qui a été présenté, de ce qui vous a été présenté ce matin, il semblerait que ce soit suffisant. Et notamment vu de la jurisprudence qu'on vous a présentée tout à l'heure de la région de Pas-de-Calais. Alors, nous avons une autre question que je vais vous livrer. Donc, nous avons passé une délibération afin de déléguer au maire certaines attributions du conseil municipal, en vertu de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Il y a notamment le point 4 qui précise que le maire prend toute décision concernant les marchés. Mais il faut qu'il en réfère au conseil municipal. Alors, lorsque l'on signe des devis en dessous de 25 000 euros, est-ce qu'on doit en référer au conseil municipal? Car nous avons beaucoup de devis de très très faible montant. Alors, vu le montant, il semblerait que ce ne soit pas utile de passer devant le conseil municipal, mais étant donné la précision de la question, nous allons proposer à la personne qui vient de la poser de pouvoir la recontacter pour faire une vérification au niveau notamment de la jurisprudence et des textes et pour vérifier s'il n'y a effectivement pas besoin d'une délibération du conseil municipal. Donc pour ces marchés très faibles montants, donc il y aura un montant évidemment en dessous de 25 000 euros. Alors là, on vient de recevoir une question mais qui semble incomplète, parce que on a conditions pour marché complémentaire en AOO dans le cadre des marchés à bon de commande. Donc AOO, je pense que c'est appel d'offres ouvert, je suppose. Est-ce que la personne qui pose cette question pourrait préciser les termes de sa question pour pouvoir apporter une réponse plus précise? Si elle peut apporter des précisions, nous restons évidemment à sa disposition via le site internet pour lui apporter les réponses attendues ultérieurement. Alors, nous avons une autre question qui concerne la procédure dite des petits lots. Est-elle toujours autorisée dans ce niveau de décret? Alors oui, elle est toujours autorisée dans ce niveau de décret. Elle est également toujours prise en compte dans ce niveau de décret, donc elle a bien été reprise par le nouveau décret 2016-360. Alors, on nous pose encore la question sur les modèles de documents. On vous apportera des réponses plus précises. Et bien entendu, c'est une question que l'on prend en compte
et on va faire notre possible pour vous apporter des documents précis que vous pourrez retrouver sur le site Légilocal. Alors, on a une autre question. Donc, existe-t-il une proportion à partir de laquelle le coût de la publicité est excessif par rapport au montant du marché? Alors non, il n'y a pas de proportion, c'est vraiment apprécié au cas par cas. Et c'est proportionnel. Oui, et comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est l'important, en fait, c'est toujours de garder une traçabilité. On va toujours vous demander s'il y a des devis qui ont été effectués, de garder la trace de la publication sur le site internet, de garder la trace de la publication sur les journaux, pour que vous puissiez toujours en fait justifier justement cette traçabilité. En fait, tout élément de preuve peut être utile, mais c'est vraiment apprécié au cas par cas en fonction du montant du marché. Donc il n'y a pas, il n'y a pas de grille indiciaire. L'important, c'est de voir que tout élément de preuve est utile pour justement indiquer quelle publicité a été faite. Alors, ce qui est agréable, c'est qu'on reçoit également de nombreux messages de votre part nous indiquant, nous remerciant de cette webconférence. Ça nous fait très plaisir à Margot, à moi, et puis à l'équipe qui nous envoie. Donc, et à l'équipe locale, bien entendu. Alors, comme il n'y a pas de nouvelles questions, on vous remercie à nouveau pour votre fidélité à ces webconférences et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Et évidemment, pour toutes les questions qui seraient posées ultérieurement, nous apporterons évidemment des réponses individuelles. Nous vous remercions tous une nouvelle fois et nous vous souhaitons, Margot et moi, une excellente journée. À très bientôt.